Cet épisode est commandité par MAPI. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est François Toupin, bienvenue au balado Station Constructo. Cette série d'épisodes traite des défis d'avenir auxquels l'industrie de la construction sera confrontée, les changements climatiques, la rareté de la main-d'œuvre et les potentiels problèmes qui guettent les chaînes d'approvisionnement, pour ne nommer qu'eux, constituent tous des facteurs qui risquent d'influencer les prises de position et les prises de décision en construction. Dans cet épisode-ci, nous discuterons à propos de l'économie circulaire. L'économie circulaire gagne lentement mais sûrement l'industrie de la construction au Québec avec les milliers de tonnes de matériaux qui terminent leur vie enfouis ou brûlés chaque année. Une grande place est laissée à cette pratique qui fait de plus en plus parler, mais qui est encore peu appliquée. En plus des bienfaits environnementaux générés par l'économie circulaire, les avantages économiques ainsi que l'accès à des matériaux qui seraient autrement jetés au rebut motivent souvent l'adoption de cette pratique-là. Même si les avantages qu'elle comporte pour la planète ne sont plus à prouver, certaines questions demeurent et on va en discuter aujourd'hui. Pour en connaître davantage sur cette pratique, nous allons discuter avec Hortense Montou, chargée de projet de l'écosystème de laboratoire d'accélération en économie circulaire dans le secteur de la construction au Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire de l'École technologie supérieure. Nathalie Volant également sera avec nous, présidente de gestion immobilière Covadis. Elle présentera quant à elle comment s'appliquent certains principes d'économie circulaire. Restez avec nous, à tout de suite. Hortense Montou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce balado. Merci à vous. C'est un sujet passionnant et on en parle de plus en plus, comme je le disais dans mon introduction. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous donner une définition générale de l'économie circulaire? Oui, bien sûr. Donc, nous, on travaille avec cette définition-là au CERIEC. Il y a une définition officielle de l'économie circulaire au Québec qu'on trouve notamment sur la plateforme Québec circulaire qui est la suivante. C'est un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, si je résume, c'est vraiment faire circuler les matières et les ressources pour conserver leur valeur dans l'économie le plus longtemps possible, tendre vers le zéro déchet, puis éviter surtout le recours aux ressources vierges qu'il faudrait extraire à nouveau. Donc, si je résume encore plus, c'est vraiment faire mieux avec moins. C'est un peu de la récupération, si on peut dire, mais pas que ça. Exactement. C'est vraiment une vision sur toute la chaîne de valeur, tout le cycle de vie du bâtiment. Donc, depuis même la commande initiale, le besoin initial d'un bâtiment jusqu'à sa fin de vie. Et on essaie de créer des boucles tout du long quand on parle de son application au secteur de la construction, bien sûr. Quels pourraient être les avantages de l'économie circulaire? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est que si on était dans une économie vraiment plus circulaire, on pourrait fonctionner dans les limites de la planète, ce qui est clairement pas le cas aujourd'hui. On a quelques chiffres clés qui nous guident un peu. On sait que l'économie aujourd'hui dans le monde est circulaire à 7,2%. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a plus de 93% des ressources qui sont pas remises en circulation. Et puis, on peut aussi penser au jour du dépassement. C'est le jour de l'année où on a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en une année. Puis, pour le Canada, cette année, c'était le 13 mars. Donc, ça veut dire qu'entre le 13 mars et le 31 décembre de notre année en cours, on vit à crédit sur un crédit qu'on peut pas rembourser dans le fond. Sur quelque chose qui sera pas redisponible, si Exactement. je peux dire. Donc finalement, c'est ma première réponse sur les bénéfices, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Si on veut rester dans les limites de nos ressources, de notre planète, l'économie circulaire, c'est une voie pour y arriver. Et puis ensuite, il y a d'autres avantages. Vous en avez parlé en introduction, l'atteinte des objectifs de carboneutralité notamment. Il y a un lien fort entre les pratiques d'économie circulaire et la réduction des impacts carbone. Il y a aussi la question des chaînes d'approvisionnement. On l'a vu avec la pandémie, plus on fait venir des produits neufs de loin, parfois ça peut être compliqué. L'économie circulaire apporte aussi des clés à ça en prenant par exemple le réemploi local de certaines ressources. Donc ça encourage des boucles économiques locales et ça peut régler certains enjeux d'approvisionnement également. Est-ce que l'économie circulaire a des limites? J'imagine que oui. Oui. Je parlais tantôt du taux de circularité. On est à 7,2 à l'échelle mondiale, 3,5 à l'échelle du Québec.
sur le plan théorique, on pourrait jamais être à 100% de circularité. Oui, évidemment. Puisqu'il y a des choses, tout le bâtiment dans lequel on se trouve en ce moment, le micro dans lequel je parle, sont des ressources qui sont stockées et qui peuvent pas être remises en circulation en tout temps. Évidemment, on a besoin de cette matérialité-là. Mais quand même, les meilleurs élèves de cet échantillon qui utilisent cette méthode de l'indice de circularité, c'est les Pays-Bas, ils sont à 24%. Donc, on voit que la marge de progression est quand même importante entre notre 3,5% québécois puis leurs 24%. On pourrait vraiment, vraiment mieux faire circuler nos matières et nos ressources dans notre économie. Les autres limites que moi j'identifie sont plutôt des limites aux difficultés de mise en œuvre, aux défis qu'on peut rencontrer, mais en soi, on a beaucoup déjà de potentiel pour faire mieux dans cette circularité-là aujourd'hui. Quels sont les défis liés à l'économie circulaire, particulièrement dans le domaine qui nous intéresse, la construction? Nous, au CERIEC, on a travaillé depuis 2021 à mettre sur pied le lab d'accélération en économie circulaire, comme vous l'avez dit. Puis on a travaillé avec les acteurs qui étaient autour de la table, donc des chercheurs, des représentants de toute la chaîne de valeur, à d'abord établir une vision pour un secteur de la construction plus circulaire, et puis ensuite justement à identifier les freins. C'est quoi aujourd'hui qui empêche l'économie circulaire d'être réalisée? Donc on a identifié des freins, des défis de plusieurs ordres. Il y a évidemment des défis réglementaires qui sont des choses qui reviennent assez souvent et de manière assez transversale. Il y a aussi des freins techniques, parfois de matériaux non disponibles, par exemple. Il y a des enjeux de marché aussi. Est-ce que les marchés, les filières sont matures pour avoir tous les maillons d'une chaîne, toutes les compétences d'une chaîne de valeur locale pour pouvoir faire circuler ces matériaux et ces ressources? Et puis aussi simplement parfois un manque de connaissances, un manque d'exemples québécois de ce qui pourrait être fait dans notre contexte économique et sectoriel. Donc c'est aussi ça qu'on essaie d'attaquer avec nos projets au sein du Lab Construction, d'essayer d'amener des démonstrations québécoises de ce que ça peut être les stratégies de circularité mises en œuvre concrètement sur des territoires, sur des bâtiments, dans des quartiers. Puis Nathalie, c'est quelque chose qu'elle fait depuis longtemps, donc on pourrait aussi vous en parler. Oui, tout à fait. On va en discuter avec elle tout à l'heure. Quelles sont les différentes façons d'appliquer l'économie circulaire en construction? Il y a plusieurs étapes, j'imagine. Oui, puis j'en ai pas parlé quand on parlait de la définition. Dans la définition, il y a 4 grandes familles de stratégies d'économie circulaire. Il y a l'idée de repenser en amont. Il y a l'idée d'utiliser les produits et les services plus intensément. Une autre famille, c'est de les utiliser plus longtemps, donc d'allonger leur durée de vie. Et puis, en fin de vie utile, c'est vraiment de récupérer les ressources qui composent ces produits et de les remettre en circulation. Donc, ces 4 grandes familles-là, elles peuvent s'appliquer en construction. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer, comme je le disais, dans le Lab Construction. Je peux donner quelques exemples. Oui. Par exemple, pour la stratégie autour de repenser, donc le plus en amont possible, on parle d'éco-conception de manière générale. Dans le cadre des bâtiments, on va essayer de concevoir des bâtiments qui sont adaptables, démontables, qui vont pouvoir avoir une vie longue et qui, au cours de leur vie, vont pouvoir changer d'usager, changer d'usage, changer de besoin. Puis je sais que c'est des choses aussi sur lesquelles travaille Nathalie, pour pouvoir, sans mettre le bâtiment à terre, générer plein de matières résiduelles, puis recréer un bâtiment neuf avec des matières vierges et tous les impacts environnementaux associés. L'idée, à l'inverse, c'est de conserver le bâtiment, les éléments qui peuvent être conservés sur une durée vie longue, l'enveloppe par exemple, et puis d'adapter le bâtiment sur son usage. Donc, les étapes de démolition seraient importantes à ce moment-là. Oui, et c'est pour ça qu'en économie circulaire, on parle plutôt de déconstruction, justement pour pas venir tout démolir sans aucune considération pour la matière, mais plutôt d'aller faire de la déconstruction et d'identifier ce qui est présent dans ce bâtiment, de le classifier, de le trier et de pouvoir le remettre en circulation pour d'autres usages. Alors évidemment, il y a peut-être des freins avec ça. Certaines composantes structurantes peuvent pas forcément être réutilisées comme structurantes, ou je pense par exemple aux portes et aux fenêtres qui, en raison de standards qui ont évolué, de dimensions qui sont pas toujours standards, on peut pas toujours aller vers du réemploi en tant que fenêtre, mais par contre, on pourrait faire des cloisons intérieures avec ces fenêtres-là. Donc il y a vraiment de la créativité à avoir aussi dans toutes les étapes-là, et c'est toujours se questionner à chaque étape. Est-ce que je peux faire mieux avec cette ressource-là plutôt que de l'envoyer à l'enfouissement? Donc, c'est ça, je donnais un autre exemple peut-être plus sur la fin de vie. Je parlais des portes et des fenêtres à l'instant. Donc, certaines, on vise de les envoyer vers le réemploi autant que possible. On sait que c'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, la majorité de ces portes et fenêtres issues de la déconstruction terminent à l'enfouissement. Donc, ce qu'on essaye de faire avec un des projets du lab, c'est d'ajouter un maillon à cette chaîne-là et de tester la mise en place d'ateliers de démantèlement de portes et fenêtres où on va venir simplement séparer les composantes, le PVC, le verre, l'aluminium, le bois, et les envoyer à minima vers des filières de recyclage pour éviter que la fenêtre au complet termine à l'enfouissement. On est sur la fin de vie, mais on fait circuler la ressource plutôt que d'aller devoir réextraire des matières vierges pour refaire du plastique, de l'aluminium, du verre.
et de le remettre dans l'économie. Une réutilisation à bon escient, je dirais. Donc, réhabilitation de bâtiments existants, on considère ça comme possible dans l'économie circulaire. Il y a moyen de faire quelque chose. Oui, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que très, très amont dans la chaîne, je le disais tantôt, l'économie circulaire vise à regarder toutes les étapes de la vie du bâtiment. Donc, la question numéro 1, voire la question 0 tout en amont, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bâtiment neuf? Donc, si on est capable de répondre à cette question en disant non, je peux utiliser un bâtiment existant qui utilise déjà un espace, qui a déjà une enveloppe, des fondations dont l'impact environnemental est déjà là dans le fond, alors j'économise fortement sur ma ressource. Et puis, si je suis capable de le réadapter à des usages plus actuels, là, on est vraiment gagnant en termes d'optimisation de la ressource dans le fond. D'accord. Plus les enjeux de patrimoine qui sont aussi importants oui, c'est vrai. Dans certaines zones et qui permettent aussi de préserver ces enjeux-là. Puis Nathalie aussi, à nouveau, y est sensible et pourrait vous en dire. C'est un excellent lien. On va discuter avec Nathalie dans un petit moment. Reste avec nous. Nous discutons aujourd'hui d'économie circulaire. Dans notre balado, nous discutons avec Nathalie Volant, qui est la présidente en gestion immobilière chez Covadis. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nathalie. Merci pour l'invitation. On en discutait en début de balado avec Hortense de cette économie circulaire. Vous en faites partie aussi et d'une différente façon, disons aussi, d'une autre manière. À quel moment avez-vous entendu parler pour la première fois de l'économie circulaire en construction? Avec le mot spécifique, je pourrais dire c'est peut-être il y a 10 ans. J'étais à une conférence internationale qui s'appelle le MIPIM. Et là, j'ai rencontré les gens d'une association qui s'appelle BREEAM, qui vient d'Angleterre. Okay. Ils ont une certification qui est assez intéressante au sujet de les bâtiments, qui était pour moi plus intéressante à l'époque comparée à LEED. Parce que moi, les anciens édifices que j'ai dans mon portfolio, c'était très difficile de faire certifier les édifices LEED à l'époque, au début. Maintenant, ça a changé beaucoup. Mais quand j'ai rencontré les personnes de BREEAM, je suis même allée à leur centre de recherche en Londres parce que je suis un peu maniaque au sujet de trouver des informations. Et là, j'ai rencontré 600 chercheurs à temps plein qui étaient construits. Cette association a été construite juste après la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Alors, quand même, ils ont beaucoup d'expériences et c'est là que on a eu l'occasion d'être là pour plusieurs jours, de parler avec les chercheurs et regarder tous leurs différentes labs en construction. C'est tout en matière soit en nouvelle construction ou rénovation des anciens édifices. Et à Londres, on va dire en Europe en général, oui, les édifices sont réutilisés beaucoup plus qu'ici. Ici, c'est la norme, peut-être moins aujourd'hui, mais de raser des édifices et reconstruire de nouveau. Mais ça commence aussi parfois avec des façons qu'on construit les différents usages de l'édifice. Alors, exemple, les types de structure des différents édifices, c'est différent si c'est une école résidentielle, commerciale, au sujet des différents codes du bâtiment. C'est très difficile de faire changer les usages. Même, on a décidé d'acheter une église une fois, de le reconvertir. Oui. Alors, j'ai eu tous ces différentes problématiques pour essayer de sauvegarder mes édifices. Même avec des différents consultants, les ingénieurs et tout, il y a toujours des batailles. Alors, j'ai entendu, je vais dire, il y a 10 ans, mais je le pratique déjà beaucoup plus long que ça. J'avais juste pas un nom pour mettre dans mon processus. Oui, voilà, c'était ma prochaine question. Vous utilisiez, disons, le principe de l'économie circulaire sans que vous le sachiez. Exact. Alors, je me sentais très seule, comme maniaque un peu. Mais pour moi, j'ai des grands édifices industriels que j'ai reconvertis en loft bureau. Mais je l'ai fait avant que c'était le mode. Mais c'est quand même une pratique que mon père a venu ici au Québec comme immigrant. Alors, c'était le norme où lui, il a commencé sa vie. Alors, pour nous, c'était un peu normal de pas juste jeter tous les portes, les fenêtres et tout ça, au moins intérieur, parce que c'est un différent code standard au sujet de le coupe-feu et tout. Alors, quand on a fait subdiviser les anciens édifices qui sont quand même d'une ampleur assez large, c'est là que dans la démolition, j'ai décidé de réutiliser des portes et fenêtres pour les divisions intérieures. Pourquoi? Parce que ça fait du sens au sujet de budget.
Ben oui. Pourquoi je vais jeter quelque chose que dans 15 jours, il va y avoir un nouveau camion qui va venir avec la même porte? Ah ouais. Ça n'a rien à faire au sujet de l'économie, même pas circulaire. J'ai pas pensé que c'est circulaire. C'est stupide de le jeter. C'est vrai, c'est une question de logique. Donc concrètement, comment ça se traduit l'adhésion à ce principe d'économie circulaire? Pour vous, vous avez un édifice, qu'il soit patrimonial ou pas, vous avez à comme reconstruire quelque chose et concrètement, comment ça fonctionne chez Covadis? Alors, on a fait quand même les stratégies pour l'intérieur de nos édifices, mais parfois, c'est très difficile d'aller sur le marché pour trouver des ressources qui sont déjà réutilisées. Alors, c'est deux différentes questions pour moi. OK. Alors, quand on a des lofts chez nous, qu'il y a des nouveaux locataires qui s'installent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parti, au début, il y a plein des architectes qui voulaient raser complètement l'espace à l'intérieur, exemple 5000 pieds carrés. Puis reconstruire un nouveau design pour le nouveau locataire. J'ai dit, mais on a toujours besoin des bureaux, c'est-à-dire les cloisons finition à l'intérieur. On a besoin d'une cuisine, une salle de bain. Pourquoi on le rase juste parce qu'il y a un nouveau locataire? Peut-être ils ont besoin un peu différents styles à l'intérieur, mais on a interdit dans nos bails que vous pouvez démolir les unités à l'intérieur sans l'avis et l'autorisation de le propriétaire qui était nous. Mais j'ai aussi trouvé que les architectes, les ingénieurs, ils perdent leur argent beaucoup de leurs frais parce que c'est moins de travail pour eux. Tout à fait. Et parfois, il y a aussi les retombées économiques pour les constructeurs à l'intérieur parce que dès qu'ils rasent, c'est sûr qu'il fait l'argent pour la nouvelle construction. Voilà. Et j'ai aussi entendu qu'il y a beaucoup, à l'époque, des propriétaires qui ont eu un peu de profit, un ratio de l'argent qui était soumis par les contracteurs pour faire ce type de travail. Alors, c'était quand même de réutiliser un nouveau concept. Que, exemple, moi, je commence avec les unités que on a déjà construites. Puis là, je s'asseoir avec l'architecte et on regarde si on est capable de réutiliser au moins une partition de l'espace ou whatever. Mais maintenant, c'est comme tout un cercle parce que les nouveaux locataires qui installent chez nous, ils demandent maintenant, est-ce qu'il y a des portes et des fenêtres qu'on peut réutiliser, les anciennes qui sont dans le... Alors, maintenant, c'est les locataires qui nous demandent parce qu'on est quand même, on va dire, un peu plus connus, qui ont fait des choses comme ça et on a même des belles relations avec des compagnies de démolition que parfois, ils nous autorisent d'y aller sur les sites de démolition et on prend des choses de les sites... Pour aller rechercher des choses. Oui. Alors, mais parce que le marché est pas là. Alors, j'ai besoin quand même de créer le marché un peu pour nous. Mais il y a beaucoup de défis pour ça. La préservation et la réhabilitation donc de bâtiments existants figurent parmi les valeurs mises de l'avant chez Covadis. Donc, pourquoi vous avez choisi cette approche-là? C'est les édifices qui a nous choisi. Alors, c'est bon. On n'a pas démarré la compagnie pour vraiment préserver le patrimoine. On a adoré l'édifice. C'est l'ancienne. C'était construit en 1908. On a le reconstruit final. Et après ça, c'est là où on a trouvé que quand même le principe de base de nos édifices, c'est important. Pas juste de conserver le patrimoine parce qu'il n'y a pas tous les édifices que vous pouvez sauvegarder. Évidemment. Le problématique aussi, c'est que parfois les anciens édifices dans plusieurs époques sont mal construits. Alors, je sais pas c'est quoi qui est arrivé dans les 1970. Je sais pas c'est quoi. Mais les édifices comme le nôtre, plusieurs de le nôtre, ils sont plus que 100 ans. C'est impossible de construire avec les mêmes standards aujourd'hui que eux ils ont construit. Mais eux, ils avaient déjà le concept de sauvegarder les édifices. Ils étaient créés pour rester pour 100 ans. Aujourd'hui, on construit pas les édifices et pensez-y qu'ils sont dans la même forme. C'est vrai. Plus que 100 ans. C'est sûr et certain. Après 10 ans, parfois, vous devez déjà remplacer les fenêtres, les toits. Alors, les anciens édifices comme les nôtres, ils sont pas construits pour pas rester. Alors, je pense qu'il y a une problématique au sujet de la conception des nouveaux édifices parce qu'on crée les problèmes de futur proches. C'est pas dans 100 ans on va avoir des problématiques, c'est dans 30 ans. En effet. Donc, l'économie circulaire est appelée à jouer un grand rôle concernant la décarbonisation de l'environnement bâti, ce qui est déjà en place. On peut dire toujours que les plus verts édifices sont celles-là qui sont déjà existantes, même s'ils sont pas super. Ils sont quand même mieux. Parfois, quand on parle d'un édifice certifié LEED, or ou platine, on a besoin aussi de calculer c'est quoi que vous avez démoli avant que vous avez mis cette nouvel édifice dessus. Mais je pense que c'est en train de changer.
mais il faut calculer le cycle de vie et aussi le carbone de la démolition d'un ancien édifice. Pas juste de dire que à Montréal, on n'a pas beaucoup de terrain, il n'y a aucun édifice dessus. Alors, c'est normal qu'on a des édifices qui devraient être soit réutilisés, démolis, mais le problème, c'est que parfois, les structures des édifices sont pas faits pour augmenter la densification sur ces édifices. Alors, c'est parfois un problème technique parce que si la valeur du terrain est très haute pour l'achat, c'est sûr que vous devrez rentabiliser et c'est avec le pied carré que vous rentabilisez. Tout à fait. Alors, c'est une question de mathématiques. C'est pas une question que les promoteurs sont méchants, ils veulent pas garder les édifices. C'est une question d'économie. Mais la décarbonation reste un défi quand même. C'est toujours un défi quotidien. Pour moi, je peux dire, avec les anciens édifices qu'on a et aussi qu'on a un nouveau volet de nouvelles constructions, le carbone, c'est beaucoup plus important pour moi que même de regarder une vision à court terme. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai besoin de regarder que 38% de notre empreinte carbone, c'est lié à les édifices. Alors, j'ai une responsabilité de faire quelque chose. Et oui, c'est difficile, mais c'est aussi stimulante. Ma compagnie est en forte croissance. Finalement, on est cool parce qu'au début, on était folle. Alors, mais je pense que c'est très important de regarder que on va pas greenwash. Mais je pense que si on est capable de faire ça dans notre compagnie qui est quand même c'est pas une compagnie multinationale. Si on est capable à faire, il n'y a pas d'excuse que les autres compagnies peuvent pas faire la même chose. Ouais. Selon vous, comment pourrait-on arriver à normaliser l'application du principe d'économie circulaire au sein des bâtiments? Donc, les entrepreneurs y arriveront pas tout seuls. Je peux dire, j'ai des chicanes immenses avec des fournisseurs. Ah oui. Juste un exemple au sujet de notre reconstruction d'une église qui était construite en 1861. Les compagnies de mécanique de bâtiments, on a eu vraiment une difficulté de regarder comment on peut mettre des nouveaux systèmes qui sont à la norme de le code du bâtiment, parce que quand vous faites des rénovations, vous devrez être maintenant à l'allure du code existant, pas le code qui était au début. C'est très difficile de trouver les fournisseurs ou les consultants qui veulent, premièrement, qui ont l'expertise et qui a la capacité de vraiment faire la pression. Si nous, maintenant, avec le nouveau construction, on cherche des briques réutilisées. Pourquoi je vais utiliser une brique qui est nouveau construction? C'est important que beaucoup de compagnies fait des démolitions. Il y a des briques. Le problème, c'est que le triage entre ce brique-là, la démolition, comment est-ce qu'il a été fait? Est-ce que les briques sont cassées? Alors, je peux pas les utiliser. Est-ce qu'ils sont aux normes pour le code? C'est quoi le calcul carbone? Et on le met où? Avant qu'ils sont réutilisés pour le nouveau site. Alors, il y a comme un système de logiciel presque qui est pas là pour mettre les personnes comme nous qui veulent avoir ces types de produits avec les personnes qui sont en train de démolir. Mais je pense avec le lab et Synergie et plein de différentes associations, ça devient de plus en plus en mode pour que là, de décarboniser, on a besoin quand même quel type d'énergie on utilise. Alors ça, c'est une autre discussion. Mais l'autre, c'est une question de le type de matériel qu'on utilise à l'intérieur. Et il y a des cibles qui viennent avec le plan climat, avec la ville de Montréal. Mais maintenant, c'est les investisseurs, c'est les banques, c'est les locataires ou les acheteurs potentiels qui veulent avoir ça. Alors, c'est comme avec le règlement et aussi avec le marché, ça commence à bouger. Exact. Donc, si tout le monde s'y met, il y a possibilité que l'économie circulaire devienne... Puis je pose la question à vous deux, à Hortense et à Nathalie. Donc, il y a une voie d'avenir pour l'économie circulaire en construction particulièrement. Pour moi, c'est complètement inutile pour nous maintenant de regarder que les frais de matériel sont en train de monter par 30%. Ah oui. Si on a regardé la pandémie avec un manque de même papier toilette, on a une opportunité au Québec que quand même le matière première de bois, exemple, c'est ici au Québec. Pourquoi on les coupe les arbres, le envoie en Chine, mettre le formaldehyde dedans, puis le recycle pour nous. Et il n'y a pas beaucoup de documentation, c'est où viennent de nos matériels de construction. Je pense qu'on a une opportunité de nouveaux emplois ici au Québec. J'aimerais bien, si on a une certification qui s'appelle B Corp de notre compagnie, on a besoin de faire une liste de tous les différents fournisseurs qui sont locaux
Parfois, j'utilise une compagnie de construction ici, mais parfois, leur matériel vient de l'autre place. Alors, dès que chaque fois, je demande une compagnie de cuisine, vous êtes une compagnie québécoise, super, mais votre matériel vient de où? Ouais. Je sais pas, c'est en Chine. Alors, c'est pas une compagnie locale. C'est une compagnie locale. Mais pourquoi pas utiliser les différents produits ici? Et c'est là, juste avec ces types de conversations, que maintenant, dans nos offres de services qu'on envoie à les fournisseurs, on a besoin qu'eux, ils démontrent où est-ce que le matériel vient, c'est quoi leur empreinte carbone pour avoir les Environmental Product Certifications. Je ne sais pas c'est quoi c'est en français. Mais il y a encore aussi des compagnies comme Mindful Materials qu'on peut maintenant savoir un peu plus où les matériels viennent d'où. Mais avoir un tracé des produits. Pour moi, c'est super qu'on investe beaucoup en intelligence artificielle au Québec, mais on a une expertise au sujet de construction. Pourquoi pas? On n'investit pas l'argent gouvernemental pour les recherches de supplémenter une opportunité pour ces compagnies en démarrage de matériel de construction réutilisé. Pourquoi on fait pas investissement là pour que là, ça démarre, pour que là, les personnes comme moi peuvent acheter des produits locaux? Donc, c'est très, très bien. Tout ce que vous faites, je n'ai qu'un mot. Bravo. Merci beaucoup de votre implication. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce balado. Merci à vous deux. Merci. C'est ce qui termine cet épisode du balado Station Constructo qui a traité de l'économie circulaire et de ses différentes applications. Nous souhaitons remercier Hortense Montou et Nathalie Volant pour leur participation, ainsi que MAPI qui est notre commanditaire pour cette série. Suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera sur les bâtiments sous charge extrême. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. À très bientôt. Merci.